Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire un hôpital au Vietnam? Ces gens, ils vont jamais y arriver. Donc, on parle, et puis, la première question qui me pose, il me dit, est-ce que vous avez de l'argent? Ouais. Ouais, mais enfin, est-ce que vous avez vraiment de l'argent? Est-ce que vous avez $1 million là, tout de suite? Ouais, non. Bon, c'est le minimum que ça va vous coûter, rien que pour démarrer. Ah. Donc, il y a 25 ans, le secteur de la santé était dans un état catastrophique. C'était pas patient-centric, c'est doctor-centric. Donc, les médecins étaient au sommet de la pyramide, en haut, et les patients, ils doivent faire ce que le médecin leur dise. Et un médecin disait, bon, on va vous opérer. Il disait pas de quoi et pourquoi. Les patients disaient, OK. Le nombre de gens que j'ai rencontrés après, ou qu'on interviewait, qui nous expliquaient qu'ils avaient été opérés, mais on leur disait de quoi ils savaient pas. On ne discutait pas avec les médecins. On recevait des ordres. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Bonjour Jean-Marcel, bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ouais, you're welcome. Écoute, ce que je te propose pour commencer cet épisode, c'est que tu nous dises d'où tu viens, qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui. Je suis de Paris. J'ai fait mes études de médecine à Paris, à Saint-Antoine. Et j'ai commencé une carrière universitaire, mais ça me plaisait pas vraiment. L'idée de tout ce qu'il fallait faire pour devenir professeur, ça m'emmerdait vraiment. Et après plusieurs péripéties, je me suis retrouvé au Vietnam où j'ai créé un hôpital et j'en suis le directeur général, comme on dit, ou le PDG, depuis son ouverture en 2003. Okay. Voilà, je fais toujours ça. On va y revenir justement sur cette grande aventure et ta conversion de pneumologue, parce que en fait, tu as une formation de pneumologue, voilà, jusqu'à la construction du FV, donc l'hôpital français au Vietnam. Avant ça, moi, j'aimerais que tu m'expliques une période de ta vie avant que tu arrives au Vietnam, où donc l'histoire de ton expatriation, et notamment, j'ai pu lire que tu avais vécu une première vie en Arabie Saoudite, au Brunei, et après en Turquie. Est-ce que tu peux me raconter cette première volonté de partir à l'international? Non, en fait, j'avais pas de volonté particulière. Donc, j'ai fait des études de médecine normales, classiques, passé l'internat. Ensuite, après l'internat, j'ai été chef de clinique des hôpitaux de Paris, où j'étais pneumologue. J'ai eu la médaille de l'internat, je fais de la médecine interne aussi. Et puis, en 91, professeur Godot, qui était un des plus grands internistes d'Europe, chez qui j'avais fait ma médaille, m'avait promis un poste de chef de service dans un hôpital de la banlieue parisienne, à Gennevilliers, si je me rappelle bien, mais il fallait que j'attende. J'avais déjà fait 2 ans de clinica. J'avais pas envie je savais pas quoi faire pendant 1 an, et j'ai un ami proche, Gilles Raguin, qui d'ailleurs était au Vietnam il y a 15 jours, là on a dîné ici, qui m'a appelé d'Arabie Saoudite. Il me dit, écoute, le pneumologue suédois est parti, si tu veux venir là, il y a un poste pour toi. Je dis, bon, l'Arabie Saoudite, bizarre ça. Mais il me dit, c'est payé $6 000. $6 000, c'était à peu près 4 fois et demi ce que je gagnais à l'époque. J'étais criblé de dettes, alors j'ai dit, écoute, voilà. En plus, je m'étais marié avec une Américaine qui buvait un peu beaucoup, et je me disais que là-bas, dans un pays sec, un dry country, elle allait peut-être s'arrêter de boire. Bon, d'abord, elle n'a pas voulu venir avec moi, et ensuite, j'ai découvert que là-bas, on devenait vraiment alcoolique. Donc, je suis parti en Arabie Saoudite à cause de ça. Et en fait, je me suis bien amusé. J'ai joué beaucoup au rugby. Okay. J'ai découvert qu'on buvait encore plus qu'ailleurs, donc ça, c'était pas terrible. Et ensuite, l'idée générale de prendre un poste de chefferie de service dans un hôpital de la banlieue parisienne, ça m'enthousiasmait pas particulièrement. Et en plus, c'était, voilà, une fois que tu es là-dedans, c'est fini, quoi. Tu vas rester là. Donc, sans le décider de façon formelle, sans me dire, sans vraiment y réfléchir, intuitivement, j'ai décidé de faire autre chose. Donc, à l'époque, j'apprenais l'anglais parce que je parlais pas très bien anglais, donc j'en profitais, parce qu'en Arabie Saoudite, on parlait pas en français. Il y avait quelques Français, mais bon, tout le monde parlait anglais, ouais, avec tous les accents possibles. Et je lisais tout ce qui me tombait sous la main, et je lisais
dans la librairie de l'hôpital, je lisais des bouquins, des journaux. Puis il y avait un journal de nursing irlandais, je m'en rappellerai toujours, avec une annonce qui demandait des infirmières à Brunei, dans un hôpital, à Gerodong Medical Park Center. C'est marrant ça. Je me suis dit, s'ils demandent des infirmières, ils vont peut-être chercher des docteurs. À l'époque, on n'avait pas d'internet, hein, c'était en 80. 94, là, c'est ça? Ouais, 94. Et donc, j'ai envoyé un fax. Voilà, et puis ils m'ont répondu le lendemain, me demandant combien je voulais. Voilà, j'ai dit 2 fois le prix que j'avais en Arabie Saoudite. J'aurais dû dire 3 fois parce qu'ils s'en fichaient complètement. Et voilà, j'ai été pris. Je suis parti à Brunei pendant 2 ans. Voilà. Ok. Et quand je suis rentré j'ai passé 2 ans à Brunei où là, bon, c'était un peu spécial. Brunei, je jouais beaucoup au rugby à l'époque parce qu'on était avec les yachts, l'équipe l'équipe essentiellement, enfin d'expats avec des Anglais, surtout des Néo-Zélandais, un Écossais. J'étais le seul Français d'ailleurs, comme d'habitude. Et mais au bout de 2 ans, bon, je suis rentré. Voilà. C'est le genre de truc, si on reste là-dedans, c'est un peu, il y a rien quoi. Si on reste là-dedans, on peut rester 10 ans, faire de l'argent. Mais c'est comme l'Arabie Saoudite. J'en connais qui sont restés 10 ans, mais bon, c'est quand même pas une vie. Voilà. Comment elle était l'ambiance de vie, le mode de vie, justement, en Arabie Saoudite, au Brunei, entre 92 et 96? D'abord, les 2 pays n'ont rien à voir, à part que tous les 2 sont musulmans, mais on vit dans des compounds. Moi, dans le compound, c'est un hôpital qui s'appelait le non, comment il s'appelait déjà? J'ai oublié. King Fahd Medical Center, un truc comme ça. L'hôpital, c'est un hôpital, bon, ça va, mais le compound autour, tu as les femmes d'un côté, les hommes célibataires et les couples. Et tu as des sécurités. Donc, les hommes ne peuvent pas aller voir les femmes ne peuvent pas aller voir les hommes. Enfin, ils sont fous furieux pour ça. L'alcool est interdit, mais dans les compounds où il n'y a que des expats, il y a des raffineries clandestines, bien sûr. Ils font des trucs à rendre aveugle. On fait sa propre bière, son propre vin dans les baignoires. Enfin bon, Okay. On va acheter de la levure et de la bière sans alcool et du jus de raisin et on fait du vin. Il y a des mecs qui font même du pastis, du cognac, ils font n'importe quoi. À part le rugby et ça, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est nul. Donc, quand on en a marre, ils prennent ton passeport déjà. Tu peux pas partir. Ok. Donc, tu as droit à des vacances, bien sûr. Quand tu as droit à des vacances, tu prends ton passeport et puis tu vas à Bahreïn, où là, c'est libre. Voilà, donc c'est n'importe quoi, l'Arabie Saoudite. Donc, au bout de 2 ans, je me suis cassé. Et Brunei, c'est différent. C'est pareil dans un sens où l'alcool est interdit, mais en fait, l'alcool est interdit pour les locaux. Toi, tu prends ton bateau, tu vas à Labuan, qui est une île à une demi-heure de bateau, et tu reviens avec une cargaison d'alcool, ou tu prends la voiture et tu traverses la frontière, c'est pas loin, et tu vas à la ville limitrophe, tu reviens avec 50 caisses de bière. Tu fais des énormes parties à la maison, on faisait que ça. Des énormes soirées, tout ça. Sinon, on travaille dans un hôpital qui était un hôpital curieux, quoi. Mais c'était bien, c'était marrant. Voilà. Ok. Tu rentres du coup du Moyen-Orient aux alentours de 96. Bon, il va y avoir une étape en Turquie. Qu'est-ce qui t'a Non, c'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça. Est-ce que tu peux me raconter? Je suis rentré à Paris et à Paris, je savais pas quoi faire. Ne sachant pas quoi faire, je me suis dit, je pensais à développer quand j'étais à Brunei, j'avais participé à l'élaboration d'une aile supplémentaire de l'hôpital et ça m'amusait de faire ça, de réfléchir. Enfin, c'était pas grand-chose que je faisais. C'était un tout petit truc, mais ça m'amusait. Et je sais pas ce qui m'a pris et je me disais à l'époque que j'aurais bien participé à l'élaboration ou je dirais pas à la construction, mais à la mise en place d'hôpitaux dans les pays du tiers-monde. Voilà, c'était mon idée comme ça. Et j'ai parlé à un type qui s'appelait Olivier Mercier, qui était un ami, qui avait une boîte, qui travaillait pour une boîte qui mettait des hôpitaux en place dans des pays, mais dans les pays du tiers-monde, mais ou même pas du tiers-monde d'ailleurs, on est un peu dans plein de pays, mais c'est ce qu'on appelle du clé en main. C'est-à-dire, en fait, ça marche avec les gouvernements. Donc lui, il sourçait les équipements. En général, la construction était faite par le gouvernement. Donc c'est très, très différent de ce que je voulais faire, bien sûr. Mais au moins, il m'a parlé du métier, un peu. Et puis j'ai rencontré mon ex, j'ai déjeuné avec mon ex-petite amie, dont le nouvel ami avait un copain d'enfance qui faisait partie d'un groupe de gens qui voulaient développer un hôpital au Vietnam. Donc je suis allé voir un de ces gars-là, pas du tout aimé le mec. Et puis après, j'ai rencontré certains des gens qui faisaient partie de ce groupe. Alors il y avait des médecins, j'en ai vu 2 ou 3, qui connaissaient rien du tout. C'était marrant, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là?» Il y avait un architecte, qui avait fait un hôpital dans sa carrière. Je me dis: «Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire un hôpital au Vietnam? Ces gens, ils vont jamais y arriver».
Enfin bref, j'ai appelé un de mes copains qui est, professeur de médecine interne, un mec que je connais depuis 40 enfin, maintenant que je connais depuis 45 ans maintenant, mais avant, donc on était jeunes médecins ensemble, et je lui dis: «Tu connais pas quelqu'un qui pourrait me tu connais quelqu'un qui pourrait me donner des conseils?» Il me dit: «Écoute, j'ai un patient qui dit qu'il est, médecin businessman, appelle-le, Simon Tabot». Je dis: «Bon, OK». On me donne son numéro et puis je l'appelle. Alors je dis: «Bonjour, bonjour monsieur Tabot, voilà, je suis le docteur Guillon, c'est le docteur Cacoub, professeur Cacoub», non, il était pas professeur encore, docteur Cacoub qui m'a donné votre numéro. Alors il me dit: «Écoutez, là, j'ai pas grand-chose en ce moment». Plus exactement ce qu'il m'a dit, mais à la fin, ça finissait par, «Écoutez, est-ce que vous êtes libre demain midi pour déjeuner?» Je dis: «OK, OK». Bon, alors venez devant la clinique où je travaille là, quartier du Jardin des Plantes. Donc j'y vais, le lendemain midi, je suis toujours pas en placer une, hein. Moi, je voulais lui poser des questions, mais je pouvais pas en placer une. Il arrêtait pas de me poser. Il m'a expliqué qu'il a participé à la création de SOS Médecins, je sais plus comment ça s'appelle, et Oui. qu'il voulait faire la même chose en Turquie, et «Est-ce que je suis libre, dans 2 jours là?» Je dis: «Bah, ouais». «Bon, bah, vous venez avec moi, hein?» «Ah bah, OK». Bon, et voilà, je suis parti en Turquie et là, il m'a donné un boulot. Il m'a dit: On va faire un SOS Médecin un peu différent. On va faire un quartier général. Il y aura un, un centre médical, et tu vas t'occuper de le créer». Bon, bah, OK. Il m'a jamais demandé ce que je savais faire. Donc voilà, je travaillais avec des architectes à faire un truc, et donc je commençais à travailler. J'avais trouvé l'endroit, j'avais fait les plans, et après il me convoque dans son bureau, rue de Castiglione, et puis il me dit: «Écoute, je vais te présenter quelqu'un». Je dis: «Bah, OK, c'est un banquier». OK, bon, pourquoi pas. Il travaille au Crédit Marseillais, je crois, Pierrick Lazzaro. Alors je vois arriver un type qui est bien, apparence de banquier, petites lunettes, bien coiffé, parlant bien, fumait clope sur clope. «Bonjour». Bon, bah, et puis il me dit: «Vous allez ensemble, à Prague». «À Prague?» «Ouais, on va faire la même chose qu'en Turquie, mais à Prague. Alors je veux que vous fassiez l'étude de faisabilité». OK. D'accord. Donc et après Prague, ça a été Budapest, donc on n'a pas arrêté. Je faisais la Turquie, Budapest, Prague, Donc et à c'est la là où tu fin bascules en fait, de pneumologue, on va dire, à, ce que tu disais médecin business, où là tu fais des études plutôt de faisabilité pour des je savais même pas ce centres, que c'était, une de étude de médecins. faisabilité, hein, mais bon, pour peu importe, je commençais à comp je ça m'amusait tout ça, c'était intéressant, de faire des choses comme ça, c'était rigolo quoi, j'avais rien à faire. En plus, ils me payaient, pas très bien, mais ils me payaient quand même, mais en plus, c'était rigolo quoi. J'allais dans les pays que je connaissais pas bien, voilà, et je faisais des trucs inattendus quoi. Donc j'ai fait ça pendant, je me rappelle plus très bien, 6 8 mois, Ouais. un truc comme ça, hein. Mais bon, j'ai assez vite compris quand j'ai vu, quand on est retourné en Turquie à un moment donné pour l'inauguration, il avait acheté, 50, R5, heu, ou en leasing, je sais pas comment il avait fait, et je me suis dit qu'il y avait un truc qui allait pas dans son business plan. Je savais pas si je connaissais pas le mot business plan non plus, hein. Mais je me dis: «Il y a un truc qui allait pas», et en fait, ça a jamais marché son truc. Ça a jamais marché parce qu'il avait pas fait bien son étude de faisabilité. En fait, les médecins turcs, un SOS médecin en France, c'est des médecins, c'est pas des spécialistes bien sûr, c'est rare, mais c'est des généralistes, et les généralistes sont bien formés. En Turquie, un généraliste, c'est le mec qui a échoué partout. Mmh. Donc c'est le bas de l'échelle des médecins, vraiment. Et deuxième point, donc ils sont pas vraiment les mecs ont pas vraiment confiance. Deuxième point, c'est que les Turcs détestent recevoir les gens chez eux. Donc ils vont pas appeler un médecin qu'ils aiment pas pour venir chez eux. Résultat, ça a été un flop, et tout s'est cassé la gueule. Donc je me suis retrouvé, bah, p il y avait plus de boulot, il pouvait plus me payer, il a tout laissé tomber, Budapest, Prague, tout ça, je m'en fichais moi. J'ai pas perdu d'argent, mais j'avais plus rien. J'avais plus rien à y faire dans cette affaire. Donc je suis parti à Cuba, en vacances pendant 1 mois ou 1 mois et demi. Voilà, et quand je suis rentré de Cuba, sur ma boîte de répondeur vocal, j'avais des messages de ces médecins-là qui me disaient, «Écoute Jean-Marcel, on a vraiment besoin de toi, viens nous voir, le projet au Vietnam, c'est important», tout ça. Donc là, il y avait 1 an qui s'était écoulé entre, Voilà, je ces les avais étapes. vaguement vus une fois ou 2, je crois, je me Ouais, rappelle plus très OK. bien. Mais, donc je suis allé les voir, et puis, j'ai écouté quand même, et puis j'ai regardé un peu mieux, et puis j'avais rien à faire, voilà. Donc j'ai pris un service de médecine interne en banlieue parisienne pendant, 3 mois, où j'ai dirigé tout ça. Ça m'amusait de faire de la médecine à nouveau. Je faisais ça, j'aime bien, hein, mon métier, et puis, en attendant de me décider, puis finalement j'ai dit: «OK». J'ai dit: «OK», et donc en septembre, 1997, on a fait la première vraie réunion entre nous. Entre nous, à l'époque, ils étaient 6 médecins, et donc ça me moi, j'étais le 7e. On était 7 médecins, et en face, on avait un groupe de soi-disant développeurs
avec un architecte, un mec de l'immobilier, un soi-disant financier, et puis un autre type. Ils étaient 4, je Ok. me rappelle bien. Première réunion, dans les locaux de l'architecte, dans la banlieue parisienne, je me rappellerai toujours, en septembre de 97. C'est vraiment le départ du projet hôpital, FV. Et là, du coup, ce sont uniquement des Français, ce sont des Français et Vietnamiens. Ah non, non, on est tous français. Oui, On était 7 médecins français parisiens. ok. Il n'y avait rien de. Et en fait, le Vietnam, pourquoi ils voulaient aller au Vietnam? Des amis de l'architecte, là, François Perron, qui s'appelle toujours Clédie Parvilliers, était avec comme petite amie une Vietnamienne. Et donc, elle avait emmené Clodive en vacances voir sa famille dans le nord du Vietnam, une ou deux fois. Et une fois, Clodive avait emmené François Perron, lequel avait pensé à faire transformer des maisons coloniales en hôtels ou des choses comme ça, des choses qu'il voulait faire. C'est pas n'importe qui, François Perron, c'était le président de l'Ordre des architectes, hein. Et il avait fait un hôpital en collaboration avec 3 groupes de médecins dans la banlieue nord de Paris, un superbe hôpital d'ailleurs, qui avait eu un prix. Et c'est là que lui est venue l'idée de faire un hôpital au Vietnam où des médecins investiraient. Ok. Une idée saugrenue, qui avait aucune chance d'aboutir. Quel médecin allait investir dans un hôpital au Vietnam qui n'existait pas? Et c'était ça le challenge qu'on avait d'un seul coup. Voilà qu'une idée qui n'était pas la nôtre. Et voilà. Et donc, il en a discuté à 4 heures du matin, après une soirée, avec Marc Gonon, un des fondateurs, lequel en a parlé à un de ses amis anesthésistes, lequel a trouvé l'idée intéressante, on a parlé à ses copains de la même boîte à Potonkobo, ils étaient dans une clinique, et voilà comment l'idée a germé. C'est n'importe quoi. Donc, tu as une bande de bras cassés, de 6 médecins, en moyenne 4 enfants chacun, qui ne parlent pas l'anglais, qui ne sont jamais allés en Asie, et qui se trouvent là toutes émoustillées pour aller faire un hôpital au Vietnam. Il y en a un ou deux qui sont allés au Vietnam faire des cours à un moment donné, mais enfin, c'est à peu près tout ce qu'ils ont de relation avec le Vietnam. Et puis, et voilà. Et moi, j'arrive sur ces entrefaites, connaissant pas le Vietnam, hein, rien du tout, et encore moins développer un hôpital, tout ça, enfin, Oui, avec zéro, et là, zéro donc, projet. on est en 97. Septembre 97. Ouais. Ouais. Et justement, moi, j'aimerais qu'on revienne à cet avant, parce que tu l'as expliqué en début d'interview. L'hôpital a été construit enfin, le projet a été lancé et construit en 2003. Donc, Ouvert en 2003. ouvert en 2003, exactement. Donc, il y a eu un temps entre forcément la construction, etc. Ah oui. Il y a eu plusieurs péripéties, notamment, moi, j'aimerais revenir sur 3 péripéties. Celle où, à partir de septembre 97, toi, tu dois te former pendant 18 mois à la finance. Tu apprends le business tout simplement, à la finance, aux achats d'équipements, à la partie legal. Non, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. D'abord, on se forme pas et on n'a pas un programme écrit. J'avais pas de plan. Comment tu fais pour rentrer dans toutes ces compétences? Non, non, mais alors attends, il faut bien que tu comprennes que je ne savais même pas utiliser un computer. Ouais, La première fois que j'ai vu un tableur Excel, je savais pas ce que c'était. Donc il faut commencer il faut faire les choses dans l'ordre. Et d'abord, comme j'étais célibataire, que je parlais l'anglais, que je connaissais l'Asie, que mes nouveaux associés de docteur pensaient que j'étais un businessman parce que j'avais fait Turquie, tout ça. Ils m'ont nommé leur émissaire, parce qu'eux, ils n'avaient pas le temps, ils ne savaient pas de toute façon. Donc je me suis retrouvé le gars en charge, représentant des médecins, avec en face les développeurs qui allaient développer le projet. Voilà. Donc ça se passe comment? On fait un premier voyage en décembre 97. Entre-temps, les développeurs avaient envoyé quelqu'un, ou un d'entre eux était allé à Hanoï, et à Hanoï, on leur avait dit qu'il fallait qu'ils fassent ça à Saigon. À Saigon, ils avaient rencontré un mec, un Chinois cambodgien, pas clair, monsieur Nyon, qui avait apparemment un building à vendre dans le quartier 8. Et donc c'est là qu'on est allé voir le building. Et on a rencontré ce monsieur Nyon. Et au début, donc moi, après on a fait plusieurs voyages, mais que moi avec les développeurs, essentiellement monsieur Breton, là, le soi-disant financier. Et l'idée était de négocier l'achat de ce building et d'en faire un truc. Donc moi, d'en faire un hôpital. Alors, moi, entre-temps, j'avais du temps libre. Enfin, j'avais du temps libre quand j'étais en France, mais j'ai commencé à réfléchir. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai rappelé à mon copain Olivier Mercier, et je lui ai dit: «Olivier, je voudrais comprendre un petit peu comment tu fais les achats d'équipements». Donc il m'a emmené avec lui dans des hôpitaux d'accord. et on a regardé comment il faisait, il m'a expliqué, il m'a montré son assistante, enfin, j'ai commencé à prendre des notes, il m'a donné des tas de conseils sur les équipements médicaux, mais c'est un vaste truc, hein. Donc je commençais, c'était le b.a-ba que j'apprenais. On était allé plusieurs fois au Vietnam avec Breton là, faire des négociations qui menaient nulle part. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Je me suis mis en contact avec le président de la chambre de commerce franco-vietnamienne, Marc Villard, et je lui ai dit: «Écoute», je suis allé le voir avec un de mes associés qui est urologue à Nouméa, à l'époque, et je lui ai dit:
bonjour monsieur Villard, parce que je ne le tutoyais pas à l'époque. Puis, voilà, je voudrais, on a un projet de faire un hôpital à Saigon, mais il nous faut un vrai avocat. Parce qu'ils avaient trouvé les soi-disant développeurs avaient trouvé un avocat français, bien sûr, parce qu'ils parlaient pas l'anglais non plus. Donc ils avaient trouvé un avocat français, puis le mec, moi, il me faisait pas, il m'impressionnait pas. Je connaissais rien aux avocats, mais il m'impressionnait pas, quoi. Je Mmh. voyais pas, je le voyais pas nous dire des trucs qui allaient nous faire avancer. Donc je commençais à en avoir marre j'ai commencé à prendre les choses en main, progressivement. Voilà. Donc la première chose que j'ai fait, c'était aller voir ce Villard en cherchant un truc et il me dit, «Tu répètes pas, mais il y en a qu'un d'avocat ici qui sera d'abord, c'est une avocate qui pourra te faire un truc comme ça, qui pourra t'aider à faire ça. Elle est anglaise. Elle s'appelle Lucy Wayne. Donc tu répètes pas que c'est moi qui l'ai dit, hein, mais bon». Et donc je suis allé voir Lucy Wayne. Premier rendez-vous, elle était pas là, elle était occupée et elle m'a dit avec tout son aplomb, «I'm the only one person that can help you. There is nobody else». Et j'ai bien aimé son aplomb et je l'ai embauché. Alors l'idée, je lui ai expliqué que j'avais pas d'argent, parce qu'on n'avait pas d'argent, hein. Donc l'idée, c'était de lui payer une petite somme, tous les mois et elle serait payée, quand on aurait obtenu les prêts. Parce que l'idée, c'était de trouver des prêts, bien sûr. Bien sûr. Et donc, voilà, elle a commencé à travailler. Quand elle a commencé à travailler et qu'elle m'a sorti son premier mémo qui faisait à peu près 25 pages ou 30 pages, là, j'ai commencé à voir que c'était pas une petite chose on s'était lancé dans un truc qui était énorme. 98, c'est cool. 99, nous, on était 7 médecins et on avait un des amis d'un de nos médecins, de Luc Mercadal, était un avocat. Donc il nous donnait des conseils. Par exemple, un des conseils, c'était qu'on devrait peut-être se structurer un peu, dire que là, il y avait 7 médecins qui travaillaient, main dans la main avec des développeurs, il y avait absolument zéro contrat, zéro accord, rien, Acte d'associé, rien du rien. tout. OK. C'est n'importe quoi, n'importe quoi et donc on avait aucune répartition des tâches, aucun imaginons qu'on arrive à faire l'hôpital, qui était responsable de quoi? Qui avait d'argent? Qui enfin bon, rien quoi, zéro. Extraordinaire. Heu, Pendant ce temps-là, François Péron faisait des plans. La raison pour laquelle j'avais cherché une avocate, c'est parce qu'avec ce building qu'ils avaient là, qui était un building pas terminé, avec juste des plateaux, vides, de 7 étages, avec des bidonvilles tout autour et qui voulaient faire un hôpital là-dedans, je me disais: «C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas». C'est pour ça que je voulais voir un avocat, je voulais un truc quelqu'un qui me conseille parce que bon, elle s'est mise là-dedans, elle m'a dit: C'est pas gagné, hein». Et les difficultés, parce qu'il fallait déloger des gens. Mmh. Enfin, il y avait plein de trucs à respecter. On peut pas faire un hôpital avec des bidonvilles enfin, c'est pas possible. Donc il y avait plein de trucs et les difficultés étaient quasiment insurmontables. J'avais besoin de quelqu'un qui m'explique. C'est pour ça que j'avais pris l'avocate. Donc je l'avais pris sans l'accord des développeurs d'ailleurs. Ensuite, les voilà qu'ils ont plus d'argent. Les développeurs là, c'est extraordinaire quand même. Donc à un moment donné, ils nous demandent de leur prêter de l'argent. Donc ça, c'était des développeurs français? Oui, l'avocat François Péron et ses Ouais. copains. Ils nous disent qu'ils ont plus d'argent, ils nous demandent de participer. Bon, à la limite, c'est pas complètement idiot de participer, mais c'est eux qui étaient censés financer le Oui. développement et moi, comme un con, je leur prête de l'argent. Je me rappelle plus combien, mais peu importe et puis on continue, mais je vois qu'on le voit nulle part et au mois de je convoque Luc Mercadal, je le convoque pas, moi je l'appelle, je lui dis: «Viens bouffer à la maison», et puis je lui dis: «Ils sont nuls, ils sont nuls. On n'y arrivera jamais». Je lui dis: «Faut c'est pas possible». Sans qu'on ait de solution, de savoir ce qu'on allait faire et tout, mais je lui dis: «C'est pas possible, c'est pas possible». Mais on était coincés dans un sens parce qu'eux, ils avaient ce projet de développer l'hôpital dans le building. Ils avaient fait les plans et donc on avait un projet, on dépendait d'eux, en fait. Puisque le projet, c'était le building et qu'ils étaient en négociation avec le propriétaire du building. Et nous sommes, je crois, au mois de juin ou mai, je me rappelle plus, 99. Et je suis en train de prendre mon petit déjeuner avec, Luc Mercadal. On est les développeurs avaient loué un bureau rue Washington, pas loin du Fouquet's. Donc au dernier étage, c'était un bureau sympa, hein, vraiment bien. On faisait des réunions. Alors les réunions, c'était on invitait des médecins qu'on connaissait vaguement pour leur parler du projet. Parce que l'idée, c'était de trouver des médecins. C'est en septembre 97, l'idée qu'on avait, c'était de créer un système dit rotationnel, selon lequel des spécialistes français, après on a élargi aux Belges, aux Luxembourgeois, aux Suisses, même à des Anglais, des mecs allaient investir une somme et en échange, je viendrais travailler 15 jours par an à l'hôpital. C'était notre idée pour monter du capital, d'accord? Un système rotationnel. Donc on avait commencé à inviter des médecins, à faire des 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 talk shows, on leur présentait le projet. On avait même fait une newsletter, enfin un truc incroyable. On n'avait pas d'imagination parce qu'on vendait du vent, hein, faut le dire. On vendait rien, quoi.
Moi, je racontais des histoires. Le premier numéro de la newsletter, je l'ai écrit avant de prendre l'avion pour la première fois pour aller au Vietnam. En parlant du Vietnam. Le mec qui n'était jamais allé au Vietnam, il parle du Vietnam. Extraordinaire, quand même. Non, il faut avoir de l'aplomb dans la vie. Et donc, je suis en train de prendre mon petit déjeuner dans le bar en bas, rue Washington, quand je reçois un coup de fil de Breton, là, le financier des développeurs, qui me dit, écoute, Jean-Marcel, j'ai une très mauvaise nouvelle. Lucie vient de m'appeler. Lucie, l'avocate. L'avocate, ouais. Elle m'a appelé hier soir pour me dire que Monsieur Nion a été mis en prison. Nion, c'est le propriétaire du building. Oui. Alors moi, immédiatement, je pose ma main sur le téléphone et je dis, Luc, j'ai une très bonne nouvelle. Monsieur Nion est en tôle. Je dis, oh, ouais, bien, Jacques, c'est vraiment Jacques, je crois que c'est Jacques. C'est assez horrible. Hein. Écoute, je vais parler aux autres et puis mais il va falloir qu'on fasse quelque chose. Hein. Je sais pas ce qu'on va faire, mais on va trouver un truc. Et je te rappelle. L'idée immédiate, c'est qu'on va le faire tout seul. On n'a plus besoin d'eux. Et après, je réfléchis un peu, ça veut dire je vais le faire tout seul. On va le faire tout seul. Bon, alors, premier problème, on n'a pas d'argent. Deuxième problème, on n'a plus d'architecte. Troisième problème, on ne sait pas comment faire. Donc, et en plus, j'ai prêté de l'argent aux développeurs, il faut qu'ils me le rendent. Alors, comme le François Perron était quand même sa fille, et il y avait des histoires avec Margonon, puis l'autre, il y avait des liens, pas vraiment familiaux, mais des liens d'amitié, tout ça. J'ai finalement réussi à récupérer mon pognon. J'en avais besoin, parce que je te jure qu'il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Et entre-temps, on s'est dit qu'il nous fallait d'autres associés. Il faut de l'argent, quoi. Il faut lever Je vais des voir fonds, ouais. Gilles Célimène, je vais le voir comme ça. Et je lui dis, je ne sais plus pourquoi j'ai raison, j'allais le voir. Et je lui dis, Gilles Célimène, l'avocat, qui était donc l'ami d'enfance d'un des médecins. Et je lui dis, Gilles, c'est vraiment difficile. Hein. Je ne sais pas comment on va faire, on n'a pas d'argent. Il me dit, combien il te faut? Il me dit, il faudrait au moins 20 000 là, tout de suite. Ben, tu les as. Et non, je ne les ai pas, Gilles. Tu les avais. Mais si, tu les as. Et là, je comprends, lui. D'accord. D'accord, ok. Donc là, il avait mis 20 000 sur la table tout de suite. Donc on se retrouvait, on était 8. Et après, je me suis dit, il faut que je trouve d'autres gens. L'idée, c'était de construire un hôpital, ok. Donc pour construire un hôpital, il y a énormément de choses, mais il y a un truc qu'il faut, c'est de l'argent. Oui. Il fallait qu'on lève 40 millions de dollars. Ouais, parce que moi, ce que j'avais noté, c'est que vous avez levé 26 millions auprès de 4 banques entre 2000 et 2002 et 14 millions auprès de docteurs français, belges et suisses. Après, c'est à peu près ça. Ouais. Mais en fait, voilà. Donc, à l'époque où, avant de me quitter les développeurs là, de François Perron, avec le Breton, là, on avait fait des banques. On était allé voir la BNP, le Crédit Lyonnais, je ne me rappelle plus toutes les banques ici, Natixis. À chaque fois, les mecs qui nous recevaient, ils nous faisaient un swap, ils disaient ils sont fous. On cherchait de l'argent. Et un mec nous avait parlé de IFC. On ne savait pas ce que c'était IFC. International Finance Corporations, donc la SFI en français, la Société française financière internationale. C'est la branche privée de la Banque mondiale. C'est la plus grosse banque privée du monde. D'accord. Pardon. C'est la plus grosse banque privée, pas privée, la plus grande banque d'investissement du monde. C'est la Banque mondiale, mais c'est la branche privée. Enfin, privée. En fait, leur but, c'est, comme ils disent, c'est lutter contre la pauvreté et d'investir dans des start-up ou des business qui se développent dans les pays du tiers-monde. Voilà, c'est ça le but de l'AFC, mais bon, il faut de l'argent, c'est une banque. C'est basé à Washington. Et ils ont une antenne au Vietnam. Et le gars qui s'en occupait, à l'époque, s'appelle Wolfgang Buttersmeyer, un Allemand. Donc on prend l'avion avec Breton pour aller, on prend rendez-vous et on arrive dans le bureau de Wolfgang, qui parlait français couramment, qui parle toujours français couramment, et qui me dit, il me parle à moi, là, puis il me dit, bon, c'est quoi vos expériences zéro, management zéro, enfin, j'ai fait de l'argent, non, enfin, tout quoi. Mais je ne sais pas pour quelle raison, il m'a bien aimé, et après, il était toujours en contact avec moi. Donc, il m'a conseillé d'aller à Washington voir un groupe de gens qui s'appelait le Best Practice Group. En fait, c'est leur idée. À l'époque, IFC était segmenté géographiquement. Il y avait Asie 1, Asie 2, Océanie, Afrique, Amérique du Sud, Europe de l'Est. Les départements. Okay, et en fait, ils avaient remarqué dans cette énorme banque que quand ils finançaient des projets de santé, ça finissait toujours mal. Donc, ils avaient créé un groupe de gens avec Guy Helena, qui était un Français économiste de la santé qui travaillait pour la banque, qui était l'adjoint de Karl Voltaire, qui était le patron d'Amérique du Sud. Il y avait Axel Hoffman, qui était aussi un Américain francophone, d'ailleurs c'est marrant. Bref, je les ai rencontrés. Je suis allé à Washington pour les voir. Okay. Et ils m'ont bien reçu, ils m'ont accueilli, je leur ai expliqué le projet, et je n'avais pas grand-chose à expliquer pour dire la vérité.
Ils m'ont donné des conseils, ils m'ont expliqué des trucs. J'ai noté tout ça, et puis voilà. Et donc, Alternative Finance m'avait organisé un rendez-vous avec un financier à Washington. Ça donnait nulle part. Le mec, il me parlait comme... J'ai l'impression que c'était un martien, le gars. Il me parlait de trucs, je comprenais rien à ce qu'il disait. Et puis, il m'avait donné l'adresse d'un sénateur américain, républicain, qui était un ami de son père. Et j'arrive donc à Washington le 3 juillet. Le 4 juillet, c'est la fête de l'indépendance. J'appelle ce mec et il me dit, venez à la maison. Il avait une énorme mansion qui donnait sur le Potomac. Donc, t'imagines, le mec blindé, hein, plus que blindé. Et donc, je rentre dans cette mansion et en fait, ils étaient tous sur le toit. Il y avait une énorme terrasse. Et je me suis retrouvé à côté de l'ambassadeur de Cuba. Enfin, il n'y a pas d'ambassadeur, le représentant de Cuba, en train de fumer des cigares. Et donc, je parle à ce mec dont j'ai oublié le nom, qui est très gentil, et qui me dit le Vietnam. Écoutez, je connais 2 personnes qui ont vu un marché au Vietnam. Il me donne les 2 noms. Il me donne un numéro de téléphone. Peter Ryder et l'autre, j'ai oublié. Je dis, ah bon, écoutez, je les ai appelés. Hein. Et donc, c'est le 4 juillet. Donc, je regarde le feu d'artifice au Potomac. Tout ça, c'est rigolo. Je me rappelle même plus ce que j'ai fait après. Bon. Et donc, le lendemain, j'appelle le Peter Ryder. Ça sonne. C'est un numéro à New York, à Long Island, exactement. Ça sonne. J'allais raccrocher quand finalement quelqu'un me prend le téléphone. Et je lui dis bonjour, je vous appelle parce que c'est monsieur, j'ai oublié son nom, qui m'a donné votre numéro et je voudrais bien vous parler d'un projet d'hôpital au Vietnam, tout ça. Il me dit écoutez, là, j'allais partir, je vais prendre l'avion pour le Vietnam, on peut se donner un rendez-vous là-bas. Et on s'est donné rendez-vous là-bas début octobre. On était en juillet. En fait, l'histoire, c'est que ce type-là était sorti de chez lui, avait fermé la porte, il allait prendre sa voiture. Quand il a entendu le téléphone sonner, il s'est réfléchi 2 secondes, il dit bon, allez hop. Il a rouvert la porte, il n'y a pas le téléphone. Et donc, il m'a répondu. Sinon, je n'aurais jamais parlé. Hein. Je n'avais pas son numéro au Vietnam. Et après, ça a été mon conseiller financier. C'est avec lui qu'on a monté le pognon. Dans cet été 99, il s'est passé beaucoup de choses. Mais il s'est passé 2 choses. La première, c'est que les gars d'Alternative Finance, quand je suis revenu de Washington, on a fait un débrief et ils m'ont dit, il faut que tu vois ADB, Asian Development Bank. Oui. Je lui ai dit, OK. Donc, ils m'ont pris un rendez-vous à Manille avec ADB. Et le rendez-vous était début septembre. Alternative Finance, ils avaient un bureau à Londres et à Paris. Mais évidemment, le bureau de Paris, en août, est fermé. Pendant que c'était fermé, ils avaient reçu un fax de ADB leur disant qu'en fait, ils n'étaient pas intéressés à me voir. Moi, j'arrive quand le bureau rouvre, on se donne rendez-vous dans leur bureau, là, et puis ils me disent, regarde, le fax, on l'a reçu. Je les regarde et je dis, on n'a jamais reçu ce fax. J'y vais quand même. C'est vrai. Et me voilà parti à Manille, Philippines, ouais. Sans être invité. Donc j'arrive, je prétends qu'on n'a jamais reçu le fax, je leur explique que les bureaux étaient fermés, je leur raconte une histoire, dormir debout. Bon, je suis là. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils vont pas me foutre dehors, donc ils m'écoutent. Et donc, j'avais rendez-vous avec 7 ou 8 personnes. Et à chaque fois que je voyais quelqu'un, ils me disait ce que vous voulez faire, c'est impossible. Vous avez déjà vu un financement entre IFC et ADB? Personne n'a jamais fait ça. Financer un greenfield d'hôpital au Vietnam? Ouais, intéressant. Non, etc. Enfin, bref. 7e, 8e personne, j'arrive, je devais voir le représentant français au conseil d'administration d'ADB. ADB, c'est, en fait, la France et l'Espagne partagent un siège au conseil d'administration. Donc, j'avais rendez-vous avec ce Français, j'arrive devant sa secrétaire, il me dit ah ben non, il est parti. Ah, bon. Il est parti, oui, il va être remplacé par quelqu'un d'autre, il est rentré en France. Ah, c'est bien de me donner un rendez-vous à un mec qui n'est pas là. Mais si vous voulez, vous pouvez voir son collègue espagnol. Luis Sanchez Melero. J'ai dit OK, pourquoi pas. Hein, donc j'arrive, mec, encore un francophone, lui, décidément, c'est incroyable. Et puis là, pour la première fois, je vois un mec qui parle pas la langue de bois et qui me dit mais vous savez, Jean-Marcel, vous n'êtes pas au bon endroit là. Ici, c'est le public secteur. On ne finance que les trucs publics avec les gouvernements. Donc, en fait, c'est un étage en dessous. C'est le private sector group. Il faut aller, le PSG. Attendez, j'appelle mon collègue, un collègue italien. J'ai oublié son nom. Et donc, je descends, il est 4h30 de l'après-midi. Je descends d'un étage et je vois le mec qui me reçoit. Et il commence, hyper sympa, très italien, il parle un anglais superbe. Et il me dit, donc lui, il n'est pas francophone. Donc, on parle, et puis, la première question qu'il me pose, il me dit, est-ce que vous avez de l'argent? Ouais, enfin, un peu. Enfin, j'ai un avocat, j'ai un associé qui a pas mal d'argent. Hein. Ouais, mais est-ce que vous avez vraiment de l'argent? Est-ce que vous avez $1 million là, tout de suite? Ouais, non. Bon, c'est le minimum que ça va vous coûter rien que pour démarrer. Ah, d'accord. Et après, il commence à m'expliquer.
Donc, je suis sorti de là, il était 7h30 de l'après-midi du soir, je me rappelle. Nuit noire, j'étais déprimé, je te dis pas. Je sais même pas si j'ai pris des notes, j'ai un carnet, mais je me rappelle plus, parce que il m'expliquait tout. Et plus il m'expliquait, plus j'étais déprimé, parce que je me dis, il ne va jamais y arriver, c'est pas possible. Jamais, jamais. Et je suis rentré de Manille, et j'ai vu on se réunissait chez l'avocat. L'avocat, il avait un bureau de réunion, donc les 10 fondateurs, c'était rare qu'on soit tous les 10 ensemble au même moment, mais on avait des réunions, on mangeait des pizzas. Et on parlait de développer le projet, de tout ce qu'il y avait. Donc j'arrive, je leur explique qu'il nous faut 1 million. Grand silence autour de la table. 1 million. On ne savait pas, bien sûr. Bref, je leur explique ce qu'on m'a expliqué. Pas beaucoup de réponses enthousiasmantes. Bref, je reprends l'avion avec Gilles Sélimène et Reda Malou pour chercher des terrains. Et là, pendant que j'étais à Samoa, un des mecs qui représentait Fumi Hong, c'est-à-dire le développement Saigon Sud, qui est une boîte taïwanaise qui a 70%, qui s'est associée, TNA, qui s'est associée avec le People's Committee de Chimichiti, qui a fourni les terrains. Donc, le plan de cette boîte taïwanaise, c'était développer Saigon Sud, le New City Center, 1200 hectares de développement au sud de Saigon. Mmh. Et le Fitanides, leur avocat d'origine grecque new-yorkais, qui avait entendu parler de moi, essaie de me contacter. Finalement, on tombe sur Stéphane Romano, qui me fait part de son appel. Et quand j'arrive, je le vois, quand j'arrive ici. On voit des terrains, et puis je le vois, et puis il me dit, voilà, on développe Saigon Sud. Et on a besoin d'avoir un hôpital dans un développement, donc ça nous intéresse. Je dis, ah ouais, voilà. Simultanément, je m'envole à Hanoï, enfin pas simultanément, mais la même semaine ou la semaine d'après, je m'envole à Hanoï, je vois Peter Ryder, à qui je demande de l'argent, mais qui pensait que moi j'étais un professeur de médecine et un académique, tu vois. Et moi je pensais que c'était un mec qui avait du pognon, mais en fait, tous les deux, on n'avait pas la bonne. C'est ni l'un ni. Donc quand je lui ai expliqué, en fait, il avait un fonds d'investissement, mais c'était pas la taille nécessaire. Mais en fait, il m'a proposé d'être conseiller financier. D'accord. Et je lui ai dit OK. Et il m'a fait une proposition écrite que j'ai reçue au Sofitel. Je restais au Sofitel. J'ai appelé mes associés en leur disant, on a déjà un conseiller financier avec Alternative Finance, mais là j'ai un mec. Et finalement, j'ai accepté sa proposition. Et donc c'est avec lui que j'ai commencé à négocier avec Saigon Sud, avec des concepts incroyables. Tu sais, quand tu fais des trucs comme ça, tu apprends tout le temps. Tu es tout le temps en train d'apprendre. Oui. Parce que tu découvres des choses toute la journée. Il faut juste avoir l'esprit ouvert, essayer de réfléchir à ce qu'on te dit, lire. J'avais acheté des livres d'économie, des livres de médecine, non, des livres de finance. Je lisais pour essayer de comprendre tout ce que je voyais. Et puis après, bon, c'est une question aussi. Quand tu as fait des études de haut niveau, tu as développé un sens logique. J'ai fait de la recherche, j'ai fait des tas de trucs. Tu apprends à disséquer les problèmes et puis à essayer de comprendre les points importants. C'est difficile à expliquer. Voilà. C'est comme ça que ça se passe dans ma tête. Okay. Et après, Saigon Sud me propose un terrain que je devais acheter, mais très cher. Oui, parce que c'est ça, c'est le consortium des People Committee et de Taïwan. Ouais, 2,5 millions. Et à côté de ce terrain, mon avocate Lucie me dit, mais il y a un terrain public. Parce que c'est un énorme master plan qui avait été fait par Skidmore, qui est une boîte de San Francisco, une boîte d'architectes, et avec au milieu une zone pour les établissements de santé. Et donc, dans cette zone, il y avait une zone qui appartenait à Fumi Hong, à Saigon Sud, et puis une zone qui était publique. Donc, je suis allé voir le People's Committee, lequel ne voulait pas me laisser faire. Et on a eu un bras de fer qui a duré 2 mois, et finalement, ils ont cédé, et j'ai pu acheter le terrain qu'on a pour... on n'achète pas, on le loue pour 50 ans, avec une location très basse, et j'ai juste à payer $200,000 pour nettoyer tout le terrain. C'est quand même mieux que de dépenser 2,5 millions que tu n'as pas pour un terrain 2 fois moins grand, 3 fois moins grand. Et tout ça, c'est en 99. C'est une année riche. Charnière. Au mois de mars 2000, Wolfgang Battosmayer m'appelle. Je revenais juste du Vietnam. Il m'appelle et j'étais chez moi. Il me dit, écoute, Jean-Marcel, faut que tu viennes à une réunion à Saigon, là. Il dit, je viens de rentrer. Il dit, il faut que tu viennes, c'est IFC qui vient à Saigon et il faut que tu les rencontres. OK. Je lui dis, Peter Ryder ne peut pas aller à ma place. Il dit, non, il faut que tu viennes, viens. Et qui je vois au rendez-vous? Guy Elena, qui était le mec que j'avais vu pendant le groupe, là, qui me dira plus tard qu'il avait dit à Wolfgang, mais pourquoi tu l'as invité celui-là? Qui m'a dit aussi qu'après m'avoir quitté à Washington, il m'a dit, je pensais qu'on n'allait jamais le revoir. Karl Voltaire et les autres. J'apprends, il m'explique que finalement, le Best Practice Group a réussi à convaincre le patron de la Banque mondiale et d'IFC de créer un département thématique qui serait santé et éducation, avec que des spécialistes. Et eux, ils faisaient le tour du monde pour chercher des projets à financer. Et c'est pour ça que Wolfgang m'a demandé de venir. D'accord. OK. Moi, pendant cet été-là,
pendant des mois qui étaient passés. J'avais écrit un information memorandum qui faisait 250 pages ou 200 pages. J'envoyais des trucs avec un énorme dossier où j'avais mis tout ce que j'avais appris dans un truc financier. J'avais présenté comment le projet allait se faire. J'avais tout expliqué. Donc, je fais la présentation. Je parle et je leur donne l'information memorandum. J'étais allé dans une petite imprimerie à côté de chez moi, dans le 18e, et j'avais imprimé moi-même et relié moi-même. Je n'avais pas d'argent. J'avais 10 exemplaires. Donc, je suis parti avec les exemplaires sous le bras, et puis voilà. Donc, je leur ai donné des exemplaires, tout ça. Et puis, je pars, je rentre chez moi, à l'hôtel, je prends une douche. Hein. Et mon téléphone sonne, et c'est Guy Elena qui me dit je voudrais dîner avec toi ce soir. Et on se retrouve sur le toit du Rex. Et là, il me dit Jean-Marcel, on va financer ton projet. Mais on a 3 conditions. La première, il faut que tu trouves un terrain. Non, la première, il faut que tu aies une licence d'investissement. Ça me paraît logique. Okay. Deuxième, il faut que tu trouves un terrain. Okay. Ah oui, c'est normal. Ouais. Troisième, il faut que tu aies une Hospital Management Company. Quoi Je ne savais pas, mais Accor, par exemple, ils managent des hôtels. Tu as des compagnies qui managent les hôpitaux. Voilà, donc il fallait que je trouve ça. J'ai eu le terrain. Avec Lucie, j'ai eu les licences d'investissement. On a eu ça. Et une fois qu'on a rempli les 3 conditions, on y allait assez vite. Ils me disent bon, maintenant, il faut qu'on monte du capital. Hein. Il faut que tu montes 10 millions de dollars. J'appelle quelqu'un que je connaissais. On fait une plaquette. Et la plaquette est divisée en plusieurs chapitres. Tu vois, je suis très médecin, très cartésien. Donc, tu as le projet médical, le financement, le truc. Tu as tout. C'est grand, un beau design. Un copain m'avait fait. Et je me démerde pour trouver des bases de données de médecins. Et j'envoie ça dans toute la France. J'ai envoyé des milliers et des milliers et des milliers et des milliers et des milliers d'enveloppes comme ça. J'allais tout le temps à la poste, à la fin, me connaissait tellement, mais je rentre directement en dessous. Je donnais mes trucs et tout. Et on a fait ça au mois d'août. On a commencé à toucher de l'argent au mois d'août. Au mois d'octobre, on avait déjà touché 2000. Hein, on avait levé près de 3 millions. Dès qu'on a atteint 3,5 millions, Guy Elena me rappelle et me dit OK, vous avez déjà levé de l'argent, c'est bien. Maintenant, on va commencer le due diligence. Le quoi? Le due diligence. Et là, on rentre dans le pire de tout. Voilà, tout ça, c'était... Le due diligence, c'est un truc où vraiment quelqu'un va jusqu'au fond des choses. Oui, c'est le contrôle du projet. Ah ouais, non, c'est un truc de fou. C'était une Coréenne, Songina, Coréenne d'origine, adoptée américaine, qui dirigeait ça. C'était un enfer. Ça a duré des semaines, des mois. Enfin, ça a été horrible. Et puis, à la fin, le projet a été accepté. Et j'ai pu avoir les prêts d'IFC, mais IFC ne peut pas financer. Et on a fait du crowdfunding. Crowdfunding, c'est-à-dire que mais je ne savais pas tout ça, évidemment, je connais ça, ni les mots, ni rien. Donc, le crowdfunding, ça veut dire que des gens vont investir dans leur outil de travail. Si ça n'avait pas été dans leur outil de travail, je n'avais pas le droit de faire ça. Mais puisqu'ils investissaient dans leur outil de travail, je pouvais le faire. Okay. En plus, je ne le savais pas. Je ne savais pas que je pouvais le faire. Je ne savais pas que je n'avais pas le droit de faire autre chose. Je ne savais pas tout ça. Après que j'ai su. Mais peu importe. Donc, on a monté comme ça, on a fait des roadshows, on a eu 300 médecins qui ont participé, 25 000 $ chacun. Et puis après, on en a eu d'autres. Et puis, IFC n'avait que 50%, ne pouvait se financer que 50% du projet. Donc, on a fait une structuration assez bizarre où on menait un prêt A et un prêt C. Le prêt C, c'est du quasi-equity. C'est-à-dire que c'est comme du capital, mais c'est pas du capital. En fait, c'est un prêt. Okay. Mais bon. Et ensuite, comme ils ne pouvaient pas financer tout, ils m'ont dit retourne voir ADB. Mais ce coup-ci, le Private Sector Group. L'Italien était parti, j'ai vu d'autres gens. Ils sont venus, ils ont fait les due diligence et tout, ils sont rentrés dedans. Et puis après, à l'époque, quand je cherchais du financement, j'étais allé avec Gilles Sénémen voir Proparco, qui est donc la branche bancaire de développement de l'Agence française de développement. C'est à côté de la gare de Lyon. Et j'étais allé les voir avec Gilles, et ils nous avaient foutu dehors rapidement. Enfin, gentiment, mais ça ne m'intéressait pas. Et fin 2000, je vais rentrer à l'Apocalypse. Je suis devant la boîte, au moment où j'allais rentrer 11h du soir, je reçois un coup de fil. Oui, c'est le docteur Guillon? Oui. Vous êtes toujours en train de développer un hôpital au Vietnam? Oui. Oui. Qui est au téléphone? Oui, c'est la Proparco. Voilà, nous voudrions savoir si vous seriez intéressé, si nous pouvions y participer. Qu'est-ce que c'est la Proparco? La banque, c'est comme IFC par rapport à la Banque mondiale. Okay. Tu as l'Agence française de développement et tu as la Proparco. La Proparco, c'est la banque de développement. D'accord. Qui investit dans des projets dans des pays émergents. Ils m'avaient foutu dehors, j'étais allé les voir, ils ne voulaient pas me voir. Et là, d'un seul coup, ils m'appellent pour me demander s'ils peuvent financer le projet.
Bah, c'est quand même bizarre, ça. En fait, ce que je savais pas, c'est qu'ils avaient eu un nouveau patron qui arrive. Le nouveau patron de la Proparco arrive et puis il dit: «J'ai 2 priorités, la santé et le Vietnam». Alors tous les mecs disent: «Oh, la santé». Comment il s'appelait le mec qui était venu nous voir? Comment il s'appelait? C'est comme ça qu'ils ont participé, ils ont mis 25% du projet. OK. Donc, d'un seul coup, j'avais 3 banques, parce que IFC, ADB a dit OK. Il me fallait une banque vietnamienne, j'ai réussi à négocier une banque vietnamienne. J'avais 4 banques et je montais de l'argent. D'un seul coup, j'avais levé 35 millions, 36 millions de dollars. On est arrivé à 38. OK. Et après un peu plus, mais voilà, un tour de force. Super. Complètement incompréhensible. Ouais, c'est les planètes qui s'alignent à certains moments de Voilà, la vie. des trucs qui marchent, on ne sait pas pourquoi et puis les choses se passent bien et donc tu as l'argent et puis simultanément on fait développer le projet, c'est pas tout ça, hein. Donc avec l'architecte, on commence à travailler, je cherche un construction manager, on me présente HBP, je commence à travailler avec eux, j'ai besoin d'un électricien, enfin, pas plus qu'un électricien, enfin des tas de choses, tu vois? OK. Et tout ça, je fais Tout ça ça tout en seul, j'ai parallèle. pas d'équipe. Oui, parce que tes associés, enfin dans les 10 Mes médecins, c'est associés, toi ils- qui t'occupes Bah, du les temps autres, ils du- travaillent dans leurs hôpitaux Ouais. ou avocats, donc je les tiens au courant, mais c'est tout. Je fais toutes les décisions, je fais tout seul. C'est extraordinaire. Mais je me rends pas compte. Il n'y a pas de moment où je me dis, je vais jamais y arriver. Si, la seule fois où je me suis dit ça, c'est en sortant d'ADB cette nuit-là. Mais je me pose pas de questions. Il faut surtout pas se poser de questions. Parce que quand on va te poser des questions, là, c'est mal foutu. Et à chaque fois que tu trouves un obstacle, justement, quelle est ta stratégie pour justement le surmonter? J'essaie de comprendre et puis j'ai trouvé une solution. Trouver des gens qui peuvent t'aider? Ça peut être des gens, ça peut être un autre truc, faire les choses différemment, j'en sais rien, ça dépend de l'obstacle. Il n'y a pas de. Il y a rien qui ne peut pas être résolu. Je veux dire, à moins que tu meurs. Là, c'est pas résolvable. Mais le reste, on peut toujours trouver une solution. Il y a toujours des solutions. On ne sait pas, mais il faut y avoir, je sais pas, il n'y a pas de formule. Ouais, c'est ça. Il faut juste jamais perdre, je dirais pas jamais perdre espoir, parce que c'est pas ça. Il faut jamais perdre sa motivation. J'en sais rien, t'avances, voilà, c'est tout. C'est jamais facile. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc vous ouvrez le 11 mars 2003. Ouais. Aujourd'hui, si je résume, le FV, c'est un peu plus de 30 spécialités, Ouais. 1600 employés. Un peu Et, moins, 1450. D'accord, 1450 et donc un mix de médecins vietnamiens et expatriés. Très peu de médecins expatriés. Ok. J'en ai 5 ou 6. On a 130 médecins vietnamiens. Et puis j'ai quelques expats qui sont là depuis très longtemps, depuis le début, mais c'est tout. Est-ce que tu peux expliquer justement avec le positionnement du FV aujourd'hui, comment se positionne justement cet hôpital sur le marché vietnamien de la santé? Alors, Et comment est, peut-être la première question, c'est est-ce que tu peux expliquer comment est structuré le monde de la santé au Vietnam? les choses sont différentes maintenant de ce qu'elles étaient il y a 25 ans. Hein, Oui. faut bien comprendre. Donc il y a 25 ans, le secteur de la santé était dans un état catastrophique, avec essentiellement, c'était pas patient-centric, c'est doctor-centric. Donc les médecins étaient au sommet de la pyramide, en haut, et les patients, ils doivent faire ce que le médecin leur dise. Donc au début, quand j'ai commencé, j'ai embauché une société, enfin j'ai pris la TNS Sofres pour faire une étude de marché, pour essayer de comprendre. Et c'était assez intéressant, on posait des questions aux gens, qu'est-ce qu'ils voudraient comme un hôpital moderne. Les réponses étaient invraisemblables, parce qu'ils n'avaient aucune idée. Il faut savoir qu'en 97, 98, le Vietnam était encore un pays très fermé. Les gens n'étaient pas sortis du Vietnam. Il y avait très peu de gens. C'est quand le Vietnam a fait partie de l'ASEAN que les Vietnamiens ont pu voyager sans passeport, sans visa, dans les pays, la Thaïlande, Singapour, tout ça, que les choses ont commencé à changer. Avant, ils ne sortaient pas, les mecs. Puis ils n'avaient pas d'argent en plus. Les hôpitaux étaient tous publics, pourris, avec l'argent était sous la table. Enfin, tu ne peux pas imaginer. Les gens, un médecin disait, bon, on va vous opérer. Il ne disait pas de quoi et pourquoi. Les patients disaient, OK. Le nombre de gens que j'ai rencontrés après, ou qu'on interviewait, qui nous expliquaient qu'ils avaient été opérés, mais on leur disait de quoi ils ne savaient pas. On ne discutait pas avec les médecins. On recevait des ordres. Et en 97, le gouvernement vietnamien, qui est loin d'être con, avait demandé à une société, je ne sais pas laquelle, de faire un audit du système de santé. Et les conclusions de cet audit, je les ai. Hein. Le rapport qui avait été donné au gouvernement vietnamien, c'était qu'il fallait ouvrir le secteur de la santé au privé, l'ouvrir au privé, privilégier le customer service, la vérité des prix, enfin que des choses qui étaient anticommunistes. Hein. Je veux dire la vérité. Et c'est pour ça que notre projet a pu exister. C'est pour ça que quand je suis arrivé, qu'on a demandé, ben ça tombait bien.
qu'on ait un étranger qui veuille faire un hôpital 100% étranger au Vietnam. Et c'est aussi parce que j'avais rencontré Lucy Wen qu'on n'a pas fait de conneries, qu'on n'a pas fait une joint venture, par exemple. On a fait les choses bien structurellement, parce que les erreurs structurelles, c'est généralement quasiment impossible à régler. Quand tu fais une erreur structurelle, c'est la mort. Il ne faut pas se tromper. Il faut bien mettre la structure en place d'abord. Et donc, le système de santé à l'époque était catastrophique. Catastrophique. Puis, la classe moyenne était petite. Donc, l'idée, c'était de faire un hôpital moderne, à des prix abordables, mais qui offrait des prestations de qualité. C'est à peu près tout ce qu'on avait, tu vois. Et puis, à l'époque, si tu veux, si tu es un médecin qui travaille dans un hôpital public, tu as ta clientèle, tu vas pas aller laisser tout tomber pour aller dans un hôpital privé qui vient de se créer au milieu de nulle part. Parce que ça avait conçu, personne ne savait que ça existait. Tu fais pas ça. Donc, les médecins que j'avais au début, c'était ceux qui n'avaient pas trouvé de boulot, c'était des gens qui revenaient de France parce qu'il y avait une formation en France. C'était des gens, bon, j'avais des Français. Je les appelais les 3 M. Les missionnaires, les mercenaires et les misfits. C'est ça, les expats. Les 3 sortes. Et puis, voilà. Donc, au début, je n'avais pas l'ambition de me prendre. J'avais juste une ambition de faire un hôpital de bonne qualité. Tu vois, il faut du temps. Oui. Il faut du temps pour se positionner, pour trouver exactement la bonne technique. Et en fait, c'est avec les tours, avec ma femme, qui à l'époque n'était pas ma femme, qu'on a créé, enfin c'est elle qui a eu l'idée, un message qui était qu'on croyait en l'éthique médicale. Donc on se positionnait différemment. Et ça a été un succès fou. Et c'est un moment d'ailleurs où, entre 2003 et 2005, on a lancé la campagne, j'étais déjà en rupture de fonds. Hein. J'ai arrêté de payer les banques. J'ai passé 2 ans abominables, 3 ans abominables. Et les banques voulaient se barrer. Voilà. Donc, je m'occupais des problèmes financiers d'un côté. Il y avait les banques qui ne voulaient pas se barrer. Il y avait les banques qui voulaient vendre l'hôpital, enfin faire quelque chose, quoi. Donc, j'ai négocié avec la banque vietnamienne de racheter les prêts d'à peu près des banques étrangères. D'accord. Et j'y ai réussi. Et ils ont pris un haircut, comme on dit. J'ai économisé 14 millions de prêts et d'intérêts non payés, etc. J'ai fait acheter tous les prêts des 3 banques étrangères par la banque vietnamienne. Et pourquoi la banque vietnamienne? Parce qu'ils croyaient en mon projet. Oui. Simple. Alors que les étrangers. Les eux, ils croyaient pas. Ils n'ont même pas regardé les chiffres, ils regardaient plus, ils étaient dégoûtés, les abrutis. Alors que pendant que je négociais, avec la campagne qu'on était en train de faire, l'hôpital commençait à monter en flèche. D'accord. Voilà. Donc après, le positionnement, c'est de faire de la médecine de qualité. Alors, toi, je suis médecin à la base. Hein, donc, pour moi, c'était la qualité. La qualité, c'était essentiel. Mais comment y arriver? Comment faire? C'est un long travail. C'est un travail de longue haleine, de finalement avoir les meilleurs médecins, les meilleurs équipements, la meilleure technique, les meilleurs trucs. Ça prend des années et des années. Il ne faut jamais s'arrêter. Mais c'est très difficile à mettre en place. Au début, tu n'as pas ça. Ok, donc c'est le fait de mettre le parcours santé au centre du dispositif. Le patient, le centre. Oui, le parcours patient, pardon, au centre du dispositif. Ouais. Et là, tu parles justement, ça prend du temps d'avoir des médecins qui intègrent le projet, des infirmiers, etc. Comment justement tu fais pour engager les personnes qui travaillent au FV et les faire accrocher à ce projet? Le projet, c'est un projet quasiment... On s'appelle, nous, entre nous, la famille FV. FV Family. Et on est très proches. J'ai énormément de gens qui travaillent à l'hôpital depuis 20 ans. Plein, qui travaillent depuis 15 ans, 10 ans. Tu vois. Ils ont adhéré au projet, tous. Voilà. On a fait des choses ensemble. J'ai une passion, c'est la médecine. On l'a fait ensemble, on l'a réussi ensemble. Et après, si tu veux, ça se transforme en... C'est long, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain, tout ça, c'est compliqué. Mais on avait une vision, c'est d'avoir... Enfin, ma vision, c'était d'être un des meilleurs hôpitaux privés d'Asie. Il faut être ambitieux dans la vie. Faut pas avoir peur. D'Asie, pas du Vietnam, d'Asie. Okay, donc, être un des meilleurs hôpitaux privés d'Asie, ça se mérite, quoi. Il faut y arriver, hein, c'est du travail. Et ça, c'est la vision. Et la mission, c'est de gagner la confiance des gens. Ça, c'est du travail. Tu vas d'abord commencer par gagner la confiance de tes patients, de ton staff, de tout le monde. C'est ça. Il faut mettre les gens en confiance. Il faut qu'ils aient confiance en toi. Ils ont confiance dans l'hôpital, confiance dans les médecins, etc. Donc, c'est un long parcours. On ne peut pas résumer 20 ans de travail, 21 ans en quelques minutes. Mais il faut tenir le cap. Il faut que tout le monde rame dans la même direction. Tu as des tas de problèmes, tu as des tas d'issues, mais à la fin, tu vas y arriver. Si tu veux le faire. C'est un peu comme un musicien, tu vas travailler, tu as un peu de talent, mais bon, il va falloir beaucoup travailler. Et il faut continuer. C'est à peu près la même chose. Il y a un autre événement qui a eu lieu en 2023.
c'est la vente de l'hôpital. Tu prends la décision de vendre l'hôpital à un groupe singapourien, à Thomson Medical. Est-ce que tu peux me raconter pourquoi est-ce que vous faites cette transition? Donc, en 2017, je ne sais pas si tu comprends le concept de private equity. Ça me parle, mais je pense que Ok. tu peux me le Donc, redéfinir. private equity, ça veut dire des gens qui investissent, qui mettent du capital dans des sociétés. Oui. Et pourquoi ils font ça? Parce que l'idée, c'est que quand tu arrives à un certain niveau d'une société qui vient de se créer ou qui est jeune, le problème, c'est d'arriver à monter assez d'argent pour pouvoir se développer. Il faut énormément de temps. Si quelqu'un t'amène de pognon à ce moment-là, tu vas gagner des années. C'est le principe du private equity et des fonds d'investissement en général. Moi, en 2015, j'avais déjà été dans le collimateur de pas mal de fonds d'investissement qui m'avaient. Mais je ne savais pas qu'ils avaient bien étudié EFV Hospital, c'était Quadria. Quadria Investment Fund, c'est un fonds qui n'investit que dans la santé, en Asie. D'accord. Il y a 2 mecs qui s'en occupent là. Abraham Mir, qui est un financier pur, mais qui a fait que de la santé toute sa vie. Et puis Amit Varma, qui est un médecin comme moi, manager d'hôpital, mais aussi financier. Et les deux dirigent ce groupe de fonds d'investissement. Et donc, la BRAC était venue me voir en 2015 et puis en 2016. Et moi, j'ai réussi à convaincre mes associés qu'il fallait qu'on vende une partie du capital de l'hôpital pour avoir du pognon, parce que j'avais besoin d'argent. Je ne pouvais pas développer l'hôpital. J'étais vraiment à la ramasse, là. Ça coûte très cher, les équipements. Je ne pouvais pas tout faire. Donc, en 2017, finalement, on a négocié. Ça a duré 2 ans, 1 an et demi. Et donc, ils ont investi. Ils ont pris 49,3% du capital. Ils ont racheté tous les petits actionnaires. D'accord. Et voilà. Et ils ont injecté 12 millions de dollars dans l'hôpital. Avec ces 12 millions de dollars, ça m'a tout changé. Donc, l'hôpital était, à l'époque, quand ils ont acheté, l'hôpital valait 175 millions de dollars. C'est comme ça qu'il avait estimé. Là, on l'a vendu presque 400, 6 ans plus tard. En 2023, ce groupe singapourien. Tu vois la différence? Ouais. Et l'évaluation, c'est objectif. Hein, c'est pas comme ça. Hein. C'est pas surévalué du tout. C'est pas le problème. C'est même, en fait, il vaut plus cher que ça. Mais bon, il y a d'autres raisons pour lesquelles le prix a baissé en dessous de 400. En réalité, il vaut plus de 400. Mais c'est pas grave. Un fonds d'investissement doit vendre, doit récupérer son pognon, avec un bénéfice, et le redistribuer aux gens qui ont investi avec eux. C'est normal. Donc, ils investissent, normalement, c'est 5 ans. 5 ans, ça tombait mal parce qu'il y avait le Covid. 22, donc on a reculé d'1 an, c'était 23. Et on ne vend pas 49,7% des parts. On vend 100%. Surtout que mes associés, ils sont tous à la retraite, sauf 2. D'accord. Je veux dire, ils n'allaient pas rester, on ne va pas rester pour toujours, quoi. Donc, à un moment donné, tu cash out, comme on dit. Donc, tu vends 100%. Donc, c'est pas une décision, c'est une obligation. C'est comme ça. Ma décision, par contre, c'était de rester. Moi, ça ne m'intéresse pas de prendre ma retraite. Voilà. Donc, c'était différent, ça. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné dans ma carrière, c'est il y a très longtemps. Quand j'ai essayé c'était Godot, je crois. Il m'a dit, Godot, c'était donc le patron de médecine interne, hyper connu, chez qui j'ai fait ma médaille d'internat. D'accord. Il m'a dit qu'il faut expliquer aux gens les choses, même les plus compliquées, il faut que n'importe qui les comprenne. Donc le truc, c'est d'arriver à expliquer, même les concepts les plus compliqués doivent être compris par le mec qui ouvre la porte. Et ça, c'est vachement important. Ça t'oblige à bien expliquer les choses, ça t'oblige aussi à bien les comprendre. Tu n'expliques bien les choses que quand tu les comprends bien. Quand un mec te donne une explication embrouillée, c'est qu'il n'a rien compris. Non, il ne va pas t'expliquer. Il prétend qu'il comprend, mais il ne comprend rien du tout. Donc en fait, quand tu es très clair, donc il faut être clair. Très clair et compréhensible par n'importe qui. Donc ça, pour moi, c'était le meilleur conseil qu'on m'ait donné parce que ça m'a guidé toute ma vie de toujours bien faire les choses. Comment est-ce que tu continues de progresser aujourd'hui? On progresse tous les jours. Tu apprends toujours des nouveaux trucs. Mais ça dépend de quoi tu parles. Là, par exemple, je suis en train de faire un projet de développer un centre de longévité, wellness, anti-aging, cosmétique, tout ça. J'apprends tous les jours. Je suis en train d'étudier les cellules souches, les machins. Bon, c'est marrant. Donc, tu apprends des tas de choses. Tu apprends toujours. C'est juste parce qu'il faut être curieux. Faut pas se contenter de ce qu'on a, sinon on n'apprend rien du tout. C'est la fin de notre épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée pour soutenir cette émission. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Au revoir.